Bonsoir, bienvenue dans le libre journal des auditeurs. Bonne fête à toutes les mamans, puisque le jour de diffusion de cette émission, ce sera la fête des mères. Par conséquent, bonne fête à toutes nos mamans et à toutes les mamans. La famille est toujours et encore et pour longtemps, j'espère, la cellule la plus indispensable de la société, celle dans laquelle se forme à la fois la vie et la pensée de nos jeunes. J'espère qu'elle et la liberté de nos enfants, j'espère qu'elle durera. Alors vous venez d'entendre la voix, chers auditeurs, de mon invité de ce soir, Philippe Nemo. Bonsoir Philippe Nemo. Bonsoir. Merci d'être dans ce studio en préenregistrement, c'est toujours un petit peu particulier. Philippe Nemo, vous êtes, on va commencer par servir la maison, vous êtes patron d'émission sur cette antenne, sur Radio Courtoisie, et vous êtes également philosophe, professeur à l'ESCP Europe, et vous avez écrit plusieurs ouvrages, entre autres l'histoire des idées politiques en 2 volumes, parus au PUF, aux Presses universitaires de France. Ces 2 volumes sont indispensables, je crois. C'est pas vous qui le direz, mais c'est moi, je m'y autorise, parce qu'ils sont véritablement. Enfin, il y a une analyse absolument pertinente dans ces ouvrages. Et puis, vous avez écrit également La régression intellectuelle de la France, et c'est plutôt sur ce volet que je souhaitais vous rencontrer ce soir. C'est un petit livre paru chez Texkis. C'est un petit livre de 90 pages ou un peu plus, 95 pages. Et là encore, c'est un petit livre, chers auditeurs, que vous pouvez apprendre par cœur si vous voulez argumenter dans les discussions, car vous avez là à la fois un argumentaire et une analyse qui est absolument incontournable de notre époque. Alors Philippe Nemo, d'abord, vous avez un poste d'observation en tant que philosophe, professeur. Comment avez-vous analysé cette régression intellectuelle de la France ? Eh bien, c'est le privilège aussi de l'âge, hein, philosophe, mais aussi de l'âge. Je suis ni très vieux ni très jeune, mais enfin, je suis suffisamment vieux pour me souvenir des années 50, 60, enfin 60 surtout, enfin parce que les années 50 j'étais un peu petit, un peu jeune. Mais disons, pour m'intéresser à la politique vers la fin des années 60. Et à cette époque, il y avait beaucoup plus de liberté qu'aujourd'hui. C'est incroyable de dire ça, mais c'est la stricte vérité. Il y avait peut-être plus de violence aussi. Enfin, il y avait enfin, il y avait une droite au pouvoir et il y avait une gauche montante. Et la droite possédait encore les directions des grands médias, puisque l'audiovisuel était public à cette époque, et il était nommé par les gouvernements gaullistes. Mais la gauche possédait déjà toutes les rédactions, si vous voulez. Alors, ça faisait une sorte de partie de bras de fer. Et toute information qui desservait un camp, mais qui servait l'autre, avait une petite chance de passer. Et les Français d'aujourd'hui s'en rendent pas compte, mais la situation a complètement changé en 30-40 ans. Parce que, depuis l'arrivée de la gauche au pouvoir en 81, toutes les grandes directions des journaux ont été prises par la gauche qui a nommé les directions. Exactement. Et donc il y a eu une rencontre des directions et de rédactions. Ça ne veut pas dire qu'ils ne grenouillent pas entre eux. Hein, ils se détestent. Il y a des luttes terribles. Mais sur le plan idéologique, la boucle était bouclée, si vous voulez. Et depuis ce jour, plus aucun journaliste de droite n'a pu rentrer dans aucun grand média. Alors il arrive parfois que quelques journalistes qui sont là depuis longtemps deviennent de droite. La même chose se passe aussi à l'université. C'est simplement impossible de rentrer à l'université si on n'est pas de gauche, mais il arrive aussi que quand on grandisse un petit peu, quand on passe de maître de conférence à professeur, on change. Donc il y a quelques personnes qui sont pas de gauche à l'université, mais impossible d'y entrer si on est de droite. C'est ça. Donc il y a un monopole monstrueux je suis en train de dire Orwell, que je recommande beaucoup aux auditeurs, et je joue pas à me faire peur, mais ça ressemble. Hein. C'est-à-dire qu'il y a réellement un monopole de tous les grands appareils idéologiques, écoles et une école université et grands médias.
même si la France est à moitié à droite, moitié à gauche, les gens qui ne sont pas de gauche n'ont pas de relais, si vous voulez, dans l'agora, sur l'agora. Voilà. Ça, c'est une notion, à mon sens, extrêmement importante. Vous dites d'ailleurs, je vous citerai de temps en temps, mais les auditeurs reprendront ça dans le livre, dans le texte. Je n'aime pas sortir des phrases comme ça, c'est toujours un peu délicat, mais en tout cas, vous dites bien, l'esprit collectif d'un pays ne se forge vraiment que sur l'agora. Donc, je reprends parce que vous venez d'utiliser le terme. Cet espace qui se définit par le fait que toutes les informations qui y circulent deviennent publiques, c'est-à-dire pas seulement connues de tous, mais telles que tout le monde sait, que tout le monde les connaît. C'est-à-dire que la doxa se place de cette façon, et il faut que ce soit sur l'agora. Vous le analysez parfaitement d'ailleurs. On peut, c'est l'illusion des Français, on peut encore discuter, à peu près, dans des petits cercles. En sous-main, dans les arrière-cours, on peut encore discuter librement en France. Mais à partir du moment où cette discussion, où ces idées passent sur l'agora, alors là, effectivement, il faut être parfaitement aligné et on ne peut plus avoir aucune idée. Et on va analyser, vous analysez dans votre livre, on va le dire pendant cette émission, bien sûr, l'ensemble des mesures qui font qu'aujourd'hui, nous sommes quasiment dans alors peut-on dire un État totalitaire ? Non, parce que pour employer pour obtenir ce résultat de consensus sur le socialisme, notre socialisme n'emploie pas les moyens policiers qu'on a bien connus dans les pays totalitaires. Mais c'est une grande question de savoir. Alors évidemment, c'est mieux. C'est plus pervers aussi. Comment ? C'est plus pervers. Ben justement, c'est une vraie question. C'est une vraie question. Est-ce que parce que les moyens brutaux suscitent des réactions brutales et en plus créer un État policier en France me paraît impossible parce que les Français sont trop anarchistes. Puis enfin à moins de tuer tout le monde, mais on a quand même des souvenirs de périodes de liberté qui remontent à des siècles et des siècles, bien avant la Révolution française. Et donc jamais un système totalitaire ne susciterait un consensus quelconque en France. Ça pourrait être que par l'invasion de l'armée rouge ou que sais-je. Hein. Alors en revanche, je vous dis, c'était votre première question. Vu la génération à laquelle j'appartiens, j'ai vu la liberté du débat décroître. Moi, je me souviens, nul n'est parfait, et quand j'avais 20 ans, j'écrivais au Nouvel Observateur. J'écris des articles au Nouvel Observateur pendant 2 ans, à peu près, 2-3 ans. Et ben, je me souviens qu'on pouvait dire absolument tout et n'importe quoi, y compris les contre-vérités. Mais c'était critiqué dans le Figaro le lendemain. Il y avait une agora, et sur cette agora, tout le monde participait. D'ailleurs, la presse était très passionnante. C'est pour ça elle se vendait à l'époque. Hein. Aujourd'hui, elle ne se vend plus. Moyennant quoi, elle est financée par l'État et par la publicité, les deux étant pris par les mêmes forces idéologiques. Alors ça, c'est encore un autre problème. Mais en tout cas, pour finir de répondre à votre première question, moi j'ai vu la France changer en 30 ans, et en tant que Français de souche, de réalité, de cœur, je suis affreusement attristé par ça. Et en plus, en tant que philosophe, parce que le philosophe recherche la vérité. Or, la vérité n'est possible que s'il y a une liberté de débat. Et c'est cette baisse de la liberté de débat qui du coup, fait perdurer certaines idées fausses, qui deviennent des mythes et qui rendent impossible de progresser, si vous voulez. Hein. Alors d'ailleurs, d'emblée, dans la première page de votre livre, vous exprimez cette théorie, appelons ça comme ça, peut-être, de ces processus mythologisants. Alors, ça me semble effectivement tout à fait fondamental parce que on monte d'un cran dans l'analyse, si vous voulez. Il y a ce que nous ferons aussi, ce que vous faites parfaitement dans le livre. Il y a l'analyse des faits. À savoir cette mainmise de l'éducation, l'instruction, l'éducation nationale, on va en parler dans un instant, la mainmise des médias, le fait que depuis 30 ans, effectivement, les générations se succèdent et par conséquent, là aussi vous l'exprimez parfaitement bien, les professeurs eux-mêmes qui enseignent aujourd'hui à nos enfants ont eux-mêmes été enseignés dans cette orientation, si bien qu'ils ne voient même plus aujourd'hui, c'est ce qui appauvrit considérablement le débat, c'est qu'ils n'ont plus conscience. C'est ça la régression. C'est-à-dire qu'il y en a un très bon témoignage, très ancien, mais l'analogie est parfaitement valable, de Sidoine Apollinaire, qui était un ecclésiastique du 7e siècle, je ne suis pas sûr de là, c'est 6e, 7e siècle, peu de temps après les invasions germaniques, si vous voulez, hein, qui ont correspondu à une terrible régression, à la destruction de l'Empire romain,
d'Occident, et par conséquent à la suppression progressive des écoles. Et en quelques générations, les gens ont cessé de savoir lire. Il n'y aurait pas eu l'Église, il n'y aurait pas eu la conservation de la culture antique dans les monastères et dans les évêchés, et toute la culture antique aurait été perdue. Mais une grande partie en a été perdue quand même, puisque par exemple, même quand on étudie un peu la féodalité, on s'aperçoit qu'au début de la féodalité, il y avait des contrats de vassalage écrits, et ils sont tombés en désuétude parce que personne savait lire et écrire. Et après, il n'y a plus eu que des gestes symboliques, vous savez, l'adoubement, pas l'adoubement, mais l'hommage, le fait de mettre les mains. Qui ont remplacé les contrats écrits, lesquels ne sont réapparus que vers le XIIe, XIIIe siècle, quand d'ailleurs la féodalité était plus ou moins finie, parce que les grands États monarchiques reprenaient figure. Alors, autrement dit, des régressions sont possibles. Alors, Sidoine Apollinaire a assisté à ça, et il a vécu assez longtemps pour voir deux ou trois générations, si vous voulez. Et il s'est aperçu que quand les écoles ont été fermées, parce que le contexte politique ne permettait plus qu'elles vivent, il y a encore eu des parents qui ont enseigné à leurs enfants, parce qu'eux-mêmes avaient reçu dans les écoles une instruction, donc ils l'ont transmise à leurs enfants, mais moins bien que si leurs enfants avaient été dans des bonnes écoles, ce qui fait que les enfants des enfants n'ont plus rien transmis du tout. Oui. Et voilà, donc Sidoine Apollinaire n'est pas ma lecture de chevet, mais je me souviens d'avoir lu ça m'avait beaucoup frappé, parce que ça veut dire que dans l'histoire, il peut y avoir des progrès. Moi je crois au progrès, je crois à l'évolution et au progrès. On pourra peut-être en parler, mais enfin je suis bouleversé par les avancées de la science, par les grandes avancées de la biologie, de la physique, de l'astrophysique, et tout ça implique aussi des avancées sociales, enfin des changements sociaux, ou en tout cas, mais l'erreur, c'est l'erreur du progressisme. Oui, et le progressisme consiste à dire, voilà, le progrès est un phénomène linéaire, et une fois qu'il est parti dans une direction, il va toujours continuer, il va toujours monter. Moyennant quoi, ces crétins de progressistes pensent que c'est un progrès de passer de la semaine de 60 heures à celle de 48 heures, de celle de 48 heures à 40 heures, de celle de 40 à 39, de celle de 39 à 35, et ça serait encore un progrès d'aboutir à 30 ou 25. Oui. Sans jamais remettre en cause, d'ailleurs, les conséquences de ces prises de décision. Parce que c'est pas une pensée rationnelle, c'est une pensée religieuse, c'est une pensée mythologique, mythique. Donc, si vous voulez, moi je crois dans la possibilité du progrès, et je suis anti-progressiste, mais le fait d'être anti-progressiste conduit à prendre conscience du fait qu'il existe aussi des régressions. Et il y a eu des régressions dans l'histoire. L'histoire n'est pas un processus linéaire, c'est un processus bourgeonnant, si vous voulez. Et de la même façon, on a des tourbillons dans les rivières, si vous voulez. Vous savez, l'eau avance globalement vers le bas et en avant, mais vous avez des tourbillons avec des retours en arrière. Et là, nous sommes dans un retour en arrière en France. Absolument. Je partage complètement. Et alors, en plus, après avoir lu votre livre, on en a une analyse parfaitement construite. Et ça n'en est que plus inquiétant du reste d'ailleurs, parce qu'on se dit mais comment sortir de ce tourbillon régressif qui me semble être très important. Je vous dis, quand on parle même avec des gens qui sont censés enseigner à nos jeunes enfants aujourd'hui, et qu'on se rend compte de cette incapacité de transmission qu'ils ont parce qu'ils n'ont rien reçu eux-mêmes. C'est ça. C'est quelque chose. C'est tout à fait ça. Ouais. Mais sans en avoir conscience. C'est-à-dire que lorsque, là aussi, vous dites tout dans votre livre, d'ailleurs en 95 pages, lorsque vous mettez le doigt sur des faits très précis, sur du factuel, ces gens vous nient les choses, nient la réalité. Il y a un déni de la réalité. Et quand vous argumentez, vous êtes immédiatement traité, alors tour à tour, de fasciste, pourquoi pas d'imbécile, enfin etc. De toute façon, il y a cette rupture dans le dialogue qui fait que vous n'existez plus. Oui, vous êtes vaporisé, comme dit Orwell. Oui, mais il faut vraiment que tout le monde lise ce petit livre archi connu, 1984. Absolument. Vous trouvez facilement en livre de poche, mais je vais vous confesser quelque chose, je ne l'avais pas lu jusqu'à une date récente. Je connaissais les thèmes, la novlangue, mais j'avais dû le commencer il y a quelques années, puis je l'avais pas eu. Enfin bref, je viens de le lire intégralement, et c'est un pur chef-d'œuvre. Et alors il y a cette notion de vaporisation, c'est l'opposant, vous savez, c'est l'opposant qui est repéré par la police de la pensée et qui est éliminé.
Mais il n'est pas seulement éliminé, il faut faire comme s'il n'avait jamais existé. C'est-à-dire qu'on va modifier tous les livres où il est question de lui, ou tous les numéros de journaux où on a parlé de lui, de telle sorte que plus personne ne sait qu'il a existé. Et l'expression, c'est être vaporisé. Alors il y a une histoire très drôle, parce que le héros a un collègue de travail, parce qu'il travaille au ministère de la Vérité, qui précisément a pour fonction de réécrire sans cesse le passé, de faire des mensonges. Et alors, un de ses collègues le rencontre dans un couloir et lui parle de façon particulièrement enthousiaste de la 10e édition du dictionnaire de la Novlangue. Et alors, il en parle avec un tel enthousiasme que le héros se dit, toi, tu vas être bientôt vaporisé. Parce que celui qui est vaporisé, c'est pas l'opposant en tant que tel, c'est celui qui n'est pas conforme, si vous voulez. Alors il y a plusieurs façons d'être conforme, de ne pas être conforme. On peut s'opposer, mais le simple fait d'être trop consciemment conforme est aussi quelque chose qui n'est pas conforme. Bien évidemment. Et alors effectivement, quelques jours plus tard, il est vaporisé. Cette conformité n'est pas stable, oui. Elle est susceptible de changement, et par conséquent, un jour ou l'autre, on n'est plus... c'est pire que ça. Ce qui éveille chez le héros du livre l'idée que le type va bientôt être éliminé, c'est qu'il est trop conscient. Voilà. Et c'est la conscience, l'intelligence, qui en tant que telle est un crime. Même s'il ne fait pas d'acte d'opposition, puisque au contraire, il est ultra orthodoxe. Mais alors bon, on perd pas de temps en faisant cette petite digression parce que on s'achemine vers ça, si vous voulez. Exactement. Hein. Et je le sais de sources tout à fait certaines dans l'université, si vous voulez, le fait d'être intelligent est dangereux, est perçu comme déloyal, comme antipathique. Et les gens intelligents à l'université sont très en danger. C'est paradoxal, mais oui, c'est tout à fait exact. Alors, je reviens un tout petit peu sur ce processus mythologisant, parce que c'est une théorie, enfin, qui est absolument dans le réel, c'est ce qu'on constate en permanence, mais c'est je le disais, un niveau supérieur que de l'avoir analysé et de l'avoir nommé, en quelque sorte. C'est-à-dire que là, on ne peut plus se défendre de ne pas avoir conscience, de reprendre que cette intelligence de société, si on peut exprimer les choses comme ça, vous me reprendrez bien sûr, finalement dégénère totalement, en ce sens où elle ne peut plus convaincre, on ne peut plus y adhérer. Voilà. On est dans un tel état de régression qu'aujourd'hui, on n'a plus conscience de de la régression elle-même. Je ne sais pas si je m'exprime très bien sur cette idée. Mais oui. Et alors du coup, effectivement, vous redonnez la définition du mythe, et on s'aperçoit que nous sommes exactement enfin, aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu comme moi apparaître, on ne fera pas de politique politicienne, naturellement, c'est pas intéressant, mais on vient de découvrir un mot nouveau qui s'appelle croissance. Oui. Et aujourd'hui, tous nos hommes politiques, dans le monde entier, d'après ce que je lis dans la presse, nous sommes tous en train de faire la danse de la pluie pour essayer que la croissance tombe. Vous avez tout à fait raison, c'est la danse de la pluie. C'est l'incantation générale. Profondément irrationnelle. Car non, mais c'est un bon exemple. D'une manière générale, on peut approcher les réalités de façon scientifique ou mythologique. Le problème, c'est que la frontière n'est pas toujours très nette, puisque en particulier dans les sciences humaines et les sciences sociales et les sciences économiques, c'est moins net que dans les sciences dites exactes ou la physique. Si vous prévoyez que le soleil se lèvera demain à 6h38 et qu'il se lève à 6h39, la théorie est fausse. Hein, donc, elle est plus facile à vérifier dans ce cas-là. Mais si vous voulez, la croissance, ça suppose qu'on devienne plus riche. Mais il n'y a aucune raison que la société soit plus riche l'année prochaine que l'année passée. Il n'y a absolument aucune raison, puisque les hommes sont les mêmes, ils ont la même capacité de travail, les ressources naturelles sont à peu près les mêmes. Donc la seule chose qui peut nous rendre plus riches, c'est qu'on utilise mieux les mêmes ressources naturelles avec la même force de travail, avec la même intelligence. Et ceci n'est possible que si la société possède plus de savoir qui permettent de mieux canaliser les forces de la nature. Mais pour qu'elle possède plus de savoir, comme l'homme n'est pas plus intelligent, il faut que le savoir soit plus divisé. Et donc il faut qu'il y ait des gens qui se spécialisent dans un domaine qui n'avait pas été exploré auparavant, si vous voulez. Mais ils ne peuvent se spécialiser que s'ils obtiennent
par l'échange ce qu'il cesse de produire, parce que plus on est spécialisé, moins on produit d'autres choses. Évident. Et si c'est des choses on réduit son champ d'action. Et donc, comme on en a besoin, parce que même les gens qui travaillent sur les derniers théorèmes de mathématiques ont bien besoin d'avoir une montre au poignet, des chaussures aux pieds, etc. Donc, on ne peut se spécialiser, donc augmenter le savoir de la société que si on obtient par l'échange ce qu'on cesse de produire par soi-même. Donc, et par ailleurs, on ne peut lancer le chantier de l'exploration de la nature dans un certain domaine que si on peut créer des entreprises, que si quelqu'un qui a une idée nouvelle peut la développer. Autrement dit, la croissance suppose un libéralisme foncier, une liberté individuelle, une liberté d'initiative foncière. Alors que les socialistes ont non pas une pensée keynésienne, puisque Keynes est un honorable économiste qui a écrit des choses intelligentes et qui était tout à fait sincère en plus. Mais comme toujours, c'est comme Marx d'ailleurs. Je ne pense pas beaucoup de bien de Marx, mais il faut distinguer le Marx et le marxisme. D'ailleurs, vous savez par parenthèse que Marx a cessé d'être marxiste quand il a eu un peu de temps pour lire, parce que entre 1870, enfin l'apparition du Capital et sa mort, il a eu enfin le temps de lire. Et puis il y a cette boutade qu'on attribue à la veuve de Marx, qui dit mon mari plutôt que de critiquer et de vouloir abattre le capitalisme aurait peut-être mieux fait de me constituer un petit capital. Ça aurait été plus confortable. Oui, mais ça c'est un autre problème. Mais pour en revenir à Keynes, donc il faut distinguer Keynes et le keynésianisme. Mais le keynésianisme, c'est un mythe. C'est-à-dire que on croit qu'on va augmenter la richesse en augmentant une quantité macroéconomique, une masse monétaire, si vous voulez, et qu'en mettant beaucoup d'eau ou beaucoup d'huile, la machine va tourner plus vite. Mais c'est une pure pétition de principe, c'est une erreur scientifique. Et surtout quand on oppose la croissance à la rigueur, alors il y aurait des méchants rigoristes, et puis heureusement des gens qui ont encore le sens du bien et qui vont corriger cette rigueur par la croissance. C'est tout à fait ce qu'on a entendu pendant la campagne, la précédente campagne électorale. Mais il n'y aura de croissance que s'il y a plus de liberté. Oui. À la fois de liberté de penser, ce qui nous ramène au sujet, et de liberté d'initiative économique. Et il ne peut y avoir de liberté d'initiative économique et de rationalité pour quelqu'un à se lancer dans une piste nouvelle, dans une entreprise nouvelle, une production nouvelle, que si aussi il y a le droit de propriété et qu'il peut escompter, qu'il peut faire des calculs, qu'il peut planifier à l'avance. Mais si on lui annonce qu'on va augmenter les impôts dans tous les domaines, que si il a un capital, ce capital va lui être mangé par l'impôt sur la fortune. Vous savez, les gens, et par d'autres impôts, la suppression du bouclier fiscal. Les gens qui ont un peu d'argent, ils sont comme tout le monde, ils pensent à leurs vieux jours. Donc s'ils peuvent garder cet argent, ils peuvent décider d'en investir une partie dans une activité nouvelle. Mais s'ils ont l'impression que cet argent va diminuer comme une peau de chagrin, il est rationnel pour eux de le garder. Absolument. De le placer dans les choses les moins productives, je ne sais pas moi, l'or ou certains investissements dits garantis. Alors, mais certainement pas se lancer dans l'aventure des business angels. Pardon, il faut pas le dire. Oui, mais attendez, c'est une expression. Non, mais moi je caresse la croupe du cochon. Oui, mais je refuse de me considérer coupable parce que c'est une expression. Il y a qu'à y avoir plus de vrais business angels en France. Disons en anglais dans le texte. À ce moment-là, le mot français s'imposera dans le monde, alors que c'est le mot anglais qui s'est imposé. Donc, moi, je suis pour la défense de la France et des Français et du français. Mais il faut bien savoir aussi pourquoi l'anglais a une telle importance et que dans bien des domaines, les pays anglo-saxons sont plus dynamiques que nous et plus créatifs. Voilà. Alors, fort de cette analyse, oui, tout à fait. C'est donc en fait ce qui cafouille en ce moment dans notre société, et on sait pourquoi. On va encore le dire tout à l'heure quand on va parler à la fois de l'enseignement et des médias, analysant un peu plus finement, mais c'est finalement le rapport de la société et de la vérité, et de la réalité des choses. Absolument. Et c'est ça que je suis lancé dans la digression, mais je voulais parler du mythe, si vous voulez. Oui. Parce que les gens qui connaissent un peu d'histoire et un peu d'anthropologie savent que l'humanité, enfin, vous savez, l'humanité existe depuis 3 millions d'années, dit-on, mais il y a eu plusieurs espèces humaines. Et notre espèce, qui n'a pas varié depuis qu'elle est apparue, c'est Homo sapiens. Et la date, c'est... moi, je lis différents livres. Alors, les uns disent 200 000 ans, d'autres 150 000 ans. En tout cas, c'est
c'est une très longue période par rapport à ce qu'on appelle l'histoire, qui elle date d'à peu près 5000 ans, l'invention de l'écriture. Absolument. Alors, et surtout, pendant la plus grande partie de cette durée, donc 200 000 ans, 200 000 ans moins quelques milliers d'années, l'humanité a existé sans État. Et a existé avec des sociétés dites primitives ou archaïques, qui se caractérisent par le fait que le lien social, le ciment social, si vous voulez, n'est pas constitué par le fait qu'un État assure l'ordre, en étant en surplomb sur la société, mais que tous les membres de cette société obéissent à des règles extrêmement étroites, qui sont des coutumes et des rites, lesquels sont justifiés par un discours explicatif qui est le mythe. Et alors, ces sociétés ne peuvent tenir en ordre que si tout le monde croit au mythe. Et la croyance en ce mythe est renforcée par le rite, justement, par le rite sacrificiel qui désigne des méchants, des mauvais esprits qui sont vraiment méchants, puisqu'ils essayent toujours de revenir parmi nous. Donc, la théorie du bouc émissaire. Et d'y semer le désordre. Et c'est pour ça qu'il faut, d'une part, chasser une première fois le méchant sous la forme du bouc émissaire. Et ensuite, chasser tous ceux qui lui ressemblent sous la forme du rite sacrificiel dans lequel on sacrifie une victime qui ressemble à la victime originelle telle que le décrit le mythe. Alors, cette logique a été admirablement décrite par René Girard, qui n'est pas le footballeur, mais le grand penseur français, mais qui vit en Amérique, hélas, bien qu'il soit membre de l'Académie française aujourd'hui. C'est un grand philosophe, et que chacun peut lire. Il faut lire ses livres, le bouc émissaire, et avant cela, la violence et le sacré, qui sont les deux volets de son analyse. Et l'idée, si vous voulez, c'est que l'humanité a quand même vécu. Si vous voulez, ce système marche, puisque l'humanité a vécu 200 000 ans comme ça, sur cette base. Oui. Mais elle a vécu à l'âge de pierre. Oui. C'est-à-dire que, parce que ce type d'ordre social a un coût très élevé, qui est l'exigence de l'unanimité. Et alors, René Girard explique admirablement qu'en fait, toute société humaine est exposée à la violence. Et si la violence se déclenche, alors c'est comme dans la bagarre dans le saloon, si vous voulez, chez Lucky Luke, tout le monde finit par se battre et tout le monde meurt, en quelque sorte. Donc si les sociétés survivent, c'est qu'elles ont résolu le problème. Et il dit qu'il y a au fond deux grandes solutions. Il n'y en a pas trois ni quatre, il y en a deux. Enfin, il y en a plutôt trois, parce qu'entre les deux, il y a une situation intermédiaire. Et la première, c'est la solution préventive de la violence, le traitement préventif, il y a une métaphore médicale, c'est un traitement préventif de la violence, qui consiste à souder le groupe précisément sur la base de la détestation du même bouc émissaire et par l'adhésion à une pensée unanimiste. Et une fois que le groupe est ressoudé, mais ça se passe de façon sanglante, puisqu'il faut tuer. Il faut que les germes d'agressivité que chacun a contre chacun, si vous voulez, soient canalisés et extériorisés dans le meurtre réel d'une victime, et que cette victime ne puisse pas, que personne ne songe à venger cette victime, puisque tout le monde va être persuadé qu'elle est coupable. Voilà, c'est l'unanimité. Voilà, c'est l'unanimité. Contre cette personne. Et alors, ça marche, parce que le groupe se retrouve soudé, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, et pendant quelque temps, chacun peut vaquer à ses occupations, et la société peut vivre en paix et être productive. Et puis, de nouveau, il va y avoir des frictions, il va y avoir de l'électricité statique qui va charger l'air, en quelque sorte, jusqu'à ce que on refasse un sacrifice, on refasse un rite, et ce rite va ressouder le groupe, comme qu'on redésigne un nouvel ennemi comme ces crétins de prétendus républicains qui se réunissent au Panthéon ou avec une rose. Mais le problème, c'est que la France n'est pas une société primitive et que on va en parler après. En tout cas, voilà cette solution. Et cette solution a été brisée, enfin plutôt ce mode de gestion de la paix sociale, si vous voulez, a fini par être brisé dans plusieurs endroits du monde et à peu près en même temps, en plus, ce qui rend les choses très intéressantes, parce qu'il y a eu, ça a été brisé aussi en Chine et de façon complètement indépendante de l'Occident, et en Occident, ça a été brisé par la Bible et par le miracle grec. Alors, ce serait trop long à expliquer, c'est ce que j'explique, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer de comprendre moi-même et d'expliquer dans plusieurs travaux. Absolument. Mais en tout cas, toujours est-il qu'on a inventé un autre traitement qui est l'État.
Enfin, l'État d'ailleurs n'a pas été inventé en Grèce. Enfin, tout ça est un peu compliqué, mais parce que l'État n'a pas été inventé en une seule fois. Mais l'État moderne, si vous voulez, c'est l'idée que tout le monde, c'est que il y a un droit pénal, et si quelqu'un commet un crime ou un délit, il est repéré par l'État, par l'appareil de justice qui appartient à l'État. L'État le punit. Et cette punition émanant de l'État est telle qu'on ne peut pas se venger, enfin c'est une vengeance par rapport au crime qui a été commis, mais on ne peut pas se venger de la vengeance, parce qu'aucun individu particulier n'est commensurable à l'État, si vous voulez. Ce serait aussi ridicule que si une mouche qu'on écrase avec un marteau rêvait de se venger du marteau. Il y a une disproportion, si vous voulez. Et grâce à cela, on peut maintenir l'ordre social, ou en tout cas maintenir la violence dans les marges, comme dans le cas des sociétés primitives, parce qu'on n'arrive jamais à éliminer totalement la violence, mais on arrive à la maintenir dans les marges. Mais la différence avec le premier traitement, ce traitement curatif, si vous voulez, de la violence, diffère du traitement préventif de la violence, par le fait que on n'a pas besoin d'unanimité. On a besoin de l'unanimité quand même sur l'État, sur les règles constitutionnelles, mais on n'a pas sur le droit, si vous voulez. Mais on n'a pas besoin de l'unanimité sur les représentations mentales, sur les idées, sur les projets, etc. Pourquoi ? Parce que bien que cette liberté de penser puisse susciter des conflits, si jamais ce conflit débouche sur un délit ou un crime, on sait comment arrêter le mécanisme. La société n'est pas désarmée, si vous voulez. Donc, comme elle sait arrêter le cycle de la violence par la justice étatique, elle peut se permettre de laisser les gens penser différemment. Et ceci ayant été inventé, ça a donné naissance au monde moderne, puisque ça a rendu possible, parce qu'à partir du moment où vous avez une diversité de pensée possible, vous avez des gens qui peuvent faire des tentatives, des gens qui peuvent faire des hypothèses, d'autres qui peuvent les critiquer sans que ça passe pour un crime en tant que tel, liberté d'inventer, liberté de penser, liberté de critiquer, et moyennant quoi, on explore mieux la nature. Et du coup, on peut mettre en place des nouvelles sciences, des nouvelles techniques et des nouvelles entreprises qui vont exploiter ces techniques. Et ça s'appelle le monde moderne. Alors, le degré de violence est le même, il est toujours maintenu en marge, mais l'immense gain, si vous voulez, c'est le monde moderne, c'est l'aventure de l'humanité, de la science. Alors, pour terminer ce raisonnement, donc entre les deux modalités, si vous voulez, il y a quelques siècles d'intermédiaires, ne revenons pas là-dessus, mais je dis, quitte à paraître paradoxal, que la France, qui avait non seulement participé à cette grande mutation, mais avait été pilote dans bien des domaines, est en train de revenir à l'obsession de l'unanimité mythique, et par conséquent à une pensée irrationnelle, parce que j'ai oublié de dire que le mythe est complètement faux. Le mythe vaut par le fait qu'il suscite l'unanimité. Mais l'erreur peut susciter l'unanimité aussi bien que la vérité. Et en plus, par définition, si vous adhérez à la croyance du groupe, c'est que ce qui motive le fait que vous croyez quelque chose, ce n'est pas que vous connaissez objectivement la chose, c'est que vous l'avez entendu dire par le groupe. Donc c'est une propagation horizontale, si vous voulez, des idées, et non pas une propagation verticale. Appelons vertical le rapport du sujet à l'objet, et appelons horizontal le rapport du sujet au sujet. Alors, ce qui compte, c'est que la mayonnaise prenne, si vous voulez, qu'il y ait une croyance, et que tout le monde y adhère. L'effet recherché, à savoir l'unité du groupe, est obtenu. Mais comme il est très peu probable que ce soit une vérité objective, eh bien, il y a zéro science dans ce type de société. Et c'est pour ça que les sociétés archaïques n'ont rien su. Enfin, peut-être quelques techniques de chasse ou je sais pas quoi, mais n'ont jamais avancé aucune idée sur les lois de la nature, des choses comme ça. Donc, s'il y a régression en France de ce point de vue, il y a aussi un recul, au moins relatif, de la France dans la grande course à la science, qui est maintenant, comme vous savez, universelle, puisqu'il y a des grands savants chinois et des prix Nobel japonais, et il y a de moins en moins, vous savez, d'étudiants en sciences en France. Vous êtes à l'écoute du Libre Journal des auditeurs de Lumière de l'Espérance, la radio du dimanche de Radio Courtoisie. Je reçois ce soir Philippe Nemo pour qu'il nous enseigne précisément son analyse de la situation, et à l'occasion de la sortie
il y a quelques mois déjà, d'un livre absolument formidable, La régression intellectuelle de la France, paru chez Texkis. Je crois que vous serez à la fête de la courtoisie le 24 juin. Je le crois aussi. En tant que patron d'émission, je le rappelle, de cette antenne, et j'espère que vous aurez bien sûr ce livre à dédicacer aux auditeurs. Oui. C'est un livre de 80, je l'ai dit tout à l'heure, 95 pages, je crois, ou quelque chose d'approchant, et qui est vraiment... je me faisais la réflexion, il faut apprendre par cœur cet argumentaire, car les générations nouvelles sont très démunies par rapport à l'analyse même de leur propre vie aujourd'hui, de leur propre vie intellectuelle. Il est peu probable que M. Payon rende la lecture de ce livre obligatoire dans toutes les écoles. Quel dommage, il aurait bien tort. Mais je pense que effectivement, si toutes les écoles lisaient ce livre et en comprenaient bien la substantifique moelle, M. Payon n'aurait plus beaucoup de choses à faire dans son ministère. Il serait bien obligé d'aller voir ailleurs. Alors, donc cette émission est préenregistrée, je l'ai dit. Vos messages écrits sont toujours les bienvenus, chers auditeurs. Émission préenregistrée, car le mois de juin est toujours un mois très difficile et les week-ends sont forcément très occupés. Alors, rapport entre société et vérité. Voilà, je reprends un peu le fil de votre livre d'ailleurs. Ça, c'est quelque chose qui me semble tout à fait important et tout va découler de cela puisque vous allez sans doute nous parler, en tout cas vous analyser dans cet ordre le problème de l'éducation, le problème de l'instruction en France. On a commencé, et notre antenne s'est fait largement l'écho avec des grands spécialistes, sur l'abrutissement, on peut le dire, enfin le terme est peut-être un peu sec, un peu violent, mais des jeunes générations déjà par une méthode de lecture. Oui. Qui a fait qui a empêché le jeune en acquérant ce qui est absolument fondamental pour sa vie d'homme ou de femme, à savoir la lecture et l'écriture de sa langue, la compréhension du monde à travers cette langue. C'est la fameuse méthode globale, appelons ça très généralement, enfin le nom même l'exprime bien, qui fait que aujourd'hui les jeunes qui ont subi cela ne sont plus en capacité de réfléchir et d'analyser. Oui, mais plus généralement, si vous voulez, plus abstraitement, disons, pour clore cette longue introduction. Oui, pardon. Une introduction. Je me suis posé la question, en effet, dans les premières pages de ce livre, du rapport de la société à la vérité. Parce que vous avez, quand vous avez cette mutation, si vous voulez, des sociétés sans État mythologiques à des sociétés étatiques qui permettent un développement rationnel, vous avez eu le sentiment des progressistes que ce pas était définitivement franchi d'une certaine façon. Et que maintenant tout pouvait être dit ouvertement sur l'agora, sur la place publique. Il y a des gens qui croient à la théorie du Big Bang, mais il y a aussi des gens qui n'y croient pas, par exemple. Il y a des gens qui croient, qui sont créationnistes, et d'autres qui croient dans l'évolution darwinienne, bien qu'on sache pas très bien les détails des modalités. Et lui-même, y croyait-il, du reste? Bref, enfin, en tout cas, on a l'impression que tout scientifique qui veut dire quelque chose sur la question peut le faire. C'est ça. Et même s'il est empêché de le faire dans tel laboratoire du CNRS pour des questions internes, il le fera ailleurs, il ira en Amérique, ou alors il fera un article dans le Figaro. Enfin, je sais pas, il trouvera un moyen d'exprimer, de tout dire. Et moi, j'avais cet optimisme, si vous voulez, jusqu'à il y a quelques années. C'est-à-dire que je pensais que, par exemple, le socialisme était faux, dangereux, etc., mais que les Français, ça a été un peuple intelligent et instruit, et que si on lui expliquait la situation, que c'était relayé par quelques forces politiques, si vous voulez, tout allait se régler, en quelque sorte, qu'il y avait une sorte de régulation. Un bel optimisme. Mais souvent justifié par des séquences d'histoire du passé, si vous voulez. Vous avez des gens qui croient dans une fausse idée, et puis il y a des gens qui élèvent la voix pour dire mais non, et puis finalement s'ils ont raison, les autres s'y rangent peu à peu, et il y a une correction de trajectoire. Oui, absolument. Alors que ce que je dis dans ce livre, c'est que maintenant j'ai un doute. C'est-à-dire que je me demande s'il n'y a pas, si vous voulez, dans toute société, vous avez des forces en faveur de la vérité, qui jouent en faveur de la vérité, et des forces qui refusent la vérité. Et la question est de savoir lesquels des deux vont l'emporter. C'est une sorte de bras de fer. Et là, je dis au début de ce livre
que ça serait intéressant que quelqu'un ait le courage quelqu'un de plus jeune que moi ait le courage de refaire les belles analyses qu'ont faites, par exemple, Karl Popper au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, où précisément il a explicité entièrement cette logique du rationalisme critique, c'est-à-dire l'idée que dès lors qu'il y a liberté de penser, limitée uniquement par quand la pensée devient violente, une incitation au meurtre, par exemple, ça doit être interdit par la loi, on va peut-être y revenir tout à l'heure. Mais sinon, pour toute thèse sur le réel, et s'il n'y a aucune limitation à cela, alors il y aura un rythme optimal de progression de la science. Et finalement, même si les gens qui sont dans l'erreur ont autant le droit de parler que ceux qui sont dans la vérité l'emportera. Voilà. Parce que elle est index sui, comme disent les philosophes, c'est-à-dire elle s'impose d'elle-même. Si vous voyez que le ciel est bleu et que quelqu'un vous dit qu'il est noir, et qu'un autre vous dit qu'il est bleu, vous dites que c'est lui qui a raison. Alors j'avais cet optimisme, mais je me demande s'il ne faudrait pas réétudier dans la lignée du fameux sociologue italien Vilfredo Pareto des espèces de forces sociales qui se coalisent, si vous voulez, pour refuser la vérité. Oui. Parce que les sociétés ont plus intérêt à l'erreur, finalement, qu'à la vérité, du moins un certain temps, parce qu'évidemment, si elles ont plus intérêt à l'erreur qu'à la vérité, c'est que l'erreur est la vérité. Mais à long terme, non, évidemment. Et voilà, donc voilà un chantier pour... Un énorme chantier, d'autant que cette vérité... pour pouvoir éclore en quelque sorte, pour pouvoir se manifester, doit évidemment, sinon retomber dans le mythe, mais doit être tout à fait imprégné du réel. Et c'est cette vision du réel que les gens n'ont plus forcément aujourd'hui, parce qu'ils en sont empêchés. Mais ça nous ramène à Orwell, c'est-à-dire que pour que les gens aient conscience du réel, par exemple, je parle moi de régression de la France. Parce que, d'abord, j'ai 60 ans, et donc j'ai vu cette régression de mon vivant se mettre en place. Quand j'étais enfant, je me souviendrai toujours, moi j'étais bon élève quand j'étais petit, donc il y avait des distributions des prix, il y avait le concours général, le Premier ministre qui remettait les prix du concours général, et tout le monde louait la science française, et c'était l'époque où on félicitait les bons élèves et les bons professeurs. Et maintenant, pas du tout, au contraire, on les cache, on les critique, parce qu'ils sont pas très sympathiques, ils mettent dire à certains élèves qui sont pas bons est très mauvais pour leur épanouissement. Bon, enfin bref, vous connaissez tous ces discours. Voilà. Et en fait, on accentue encore les inégalités. Voilà. Entre les bons et les mauvais. Mais je termine mon raisonnement. Si moi je peux dire ça, c'est parce que j'ai l'expérience personnelle des années 60-70, et par ailleurs, j'ai travaillé toute ma vie sur l'histoire, et je connais. Je viens de rédiger un manuel d'histoire pour l'enseignement primaire. Alors, tiens, j'aurais dû vous l'apporter. C'est pour jusqu'au CM2, c'est ça? Ça s'appelle cycle 3, c'est ça. Voilà, c'est ça. Oui. Et alors, oui, je connais. Il est remarquable d'ailleurs. Vous le connaissez? Ça, c'est un miracle alors. Et donc, comment dire? En faisant les chapitres, si vous voulez, sur le 19e siècle, je me suis aperçu que j'ai fait un chapitre sur la science au 19e siècle. Et je me suis aperçu que sans mentir, hein, entre 1850 et 1920 à peu près, la moitié des grandes inventions scientifiques et la moitié des grandes inventions techniques sont françaises. Oui. Alors il y a beaucoup d'inventions américaines, anglaises, allemandes, belges, suisses, espagnoles, italiennes, tout ce que vous voulez. Mais d'ailleurs la moitié, je sais pas très bien si on peut compter. Hein. Mais en tout cas, la France était un très très grand pays. Alors, mais je peux dire ça parce que j'étudie l'histoire. Mais imaginez des jeunes d'aujourd'hui à qui on n'enseigne plus l'histoire. Eh bien, ils n'ont pas de telles références. Alors, c'est très précisément anecdote. Mon fils de 17 ans, qui est passionné d'histoire, a lu en partie au moins, mais enfin il a bien survolé cet ouvrage, et il est donc en première, naturellement. Et il me dit, mais on apprend tout là-dedans, et on nous a rien dit. Voilà. Donc c'est pour vous dire. Et ce livre, donc, c'est un livre pour les écoliers. Écoutez, j'ai le bonheur d'avoir des enfants, et parmi eux un fils qui a créé une maison d'édition précisément pour éditer des manuels scolaires qui puissent ramener le vrai savoir, si vous voulez.
Et il a demandé à son père de faire le livre d'histoire. Donc ça vient de paraître, ça s'appelle Histoire cycle 3, hein, parce que vous savez que les socialistes qui ont dirigé l'éducation, même sous la droite, hein, absolument, ont décidé de supprimer les classes parce que les classes permettent de mesurer si tel élève s'il avance ou pas. Voilà. Et c'est un détestable thermomètre, donc on a cassé le thermomètre. Et alors évidemment, on remplace ça par un cycle de 3 ans. Et évidemment, au bout de 3 ans, si on constate que l'élève n'a pas acquis ce qu'il devait acquérir, on va pas lui faire recommencer les 3 ans, puisqu'on va pas mettre un enfant de 10 ans. Bien sûr. Voilà. Et donc, aucun redoublement. Mais on y reviendra, si vous voulez, sur la logique anti-destructrice de l'esprit de l'égalitarisme scolaire. Mais pour en terminer, si vous voulez, ça nous ramène à Orwell, parce que c'est vrai, la régression, c'est ce que vous disiez, ça suppose qu'on prenne conscience de la régression. Et pour qu'on prenne conscience de la régression, il faut avoir un souvenir dans Orwell. Il y a aussi un passage absolument merveilleux. Je m'excuse auprès des auditeurs, parce que quand on vient de lire un livre, on est plein d'enthousiasme. Non, mais ça me donne envie. Moi, je l'ai lu quand il y a des années et des années, mais il y a un petit groupe de dissidents ou de résistants, si vous voulez, alors qui se réunissent secrètement, qui est terrifié par l'idée qu'il pourrait y avoir une caméra. Enfin, bref. Alors ils arrivent quand même à se réunir, et l'un d'entre eux s'est procuré de je ne sais quel alcool moins frelaté que d'habitude, et il décide de porter un toast. Alors les uns disent à notre pays, à l'avenir, et puis un autre dit au passé. C'est très profond. C'est que la connaissance du passé est une clé du jugement du présent. Mais c'est évident. C'est génétiquement évident. Voilà. Car nous ne sommes constitués que du passé. Oui, c'est évident. Nos cellules, enfin notre chaîne ADN, ça n'est pas nous qui la créons ex nihilo. Nous portons en nous toutes les générations précédentes. Mais inutile de vous dire que Big Brother passe son temps à faire en sorte qu'on ne connaisse pas le passé, puisque évidemment le passé est modifié de jour en jour, hein, par la réécriture de l'histoire. Et c'est devenu une rhétorique marxiste, enfin une. Et alors ça paraît extraordinaire, parce qu'évidemment la France est un grand pays malgré tout. Mais la France continue à exister par en dessous, si vous voulez. Et alors, vous avez plein de gens qui, eux, lisent des livres d'histoire, parce que justement, les éditeurs vous diraient, mais justement, c'est en France qu'on lit le plus de livres d'histoire. Il y a moi, je suis un passionné d'histoire, donc je constate d'année en année que paraît quelque part à Toulouse, à Bordeaux, une thèse où quelqu'un a travaillé pendant 10 ans sur un sujet essentiel. Et ça paraît, c'est merveilleux, hein. Mais ça n'est pas sur l'agora, si vous voulez. C'est toujours le problème. C'est toujours pareil. Et tout ça pour dire que vous avez quand même beaucoup de gens qui ne sont pas victimes de cela, hein. Le combat est en cours, si vous voulez. On est en plein dans le combat, et l'issue du combat n'est pas du tout certaine, heureusement. Mais il y a un vrai danger que nous tombions dans une société orwellienne où le degré d'inculture, de crétinisme de l'éducation nationale, vous savez que l'éducation nationale est dirigée par des crétins. Alors j'emploie ce mot grossier parce que vous avez un livre très célèbre de Jean-Paul Brigelli qui s'appelle La fabrique des crétins, et qui suggérait que l'éducation nationale d'aujourd'hui, telle qu'elle fonctionne, ne puisse fabriquer que des crétins. Mais moi je vais plus loin, je pense que les dirigeants de l'usine sont eux-mêmes. Voilà, les choses sont dites comme ça. Mais je reprendrai, pour aller tout à fait dans votre sens, pardonnez-moi, un article que j'ai trouvé très récemment. Il y a un bouquin qui vient de ressortir sur Gustave Thibon, et voilà un petit extrait. Il faut dire, en le lisant, je pensais évidemment à votre livre, il faut dire d'abord que le manque de culture suffit à frapper de stérilité toutes les données de l'information. Ouais. Que signifie un événement pris en lui-même? Un événement qu'on ne peut pas situer et dont on ne sait pas évaluer l'importance, faute de pouvoir le relier à un ensemble de connaissances. Exactement. L'homme sans culture, promené par l'information dans le labyrinthe des événements, manque de fil conducteur pour se reconnaître dans cette cohue de nouvelles que la presse et la radio déversent sur lui tous les jours. C'est du Gustave Thibon ou c'est du Gustave Thibon. Le vrai, le faux, le bien, le mal ne sont plus des critères. Ce qui importe, c'est de répondre au goût de la foule, c'est le succès. Pour l'obtenir, il ne s'agit pas d'éclairer les intelligences et encore moins d'élever les âmes, mais de distraire et d'exciter les esprits. La surenchère de l'inédit, l'extraordinaire et le formidable mène en droite ligne à l'inanité et à la platitude.
tout ce qui est exagéré est insignifiant, disait Talleyrand. On pourrait en continuer encore pendant des pages. Mais Gustave Thibon ne connaissait pas les expériences totalitaires, il connaissait pas Orwell, parce qu'il fait comme si l'alternative à la vérité rationnelle, c'était le goût de la foule. C'est ça. Mais c'est pas le goût de la foule, c'est le goût de l'élite dirigeante, hein, d'une minorité qui tient tous les leviers des grands circuits de communication et qui n'est pas à l'image de la foule, justement. Alors je sais bien que la foule est tout à fait redoutable, parce que dans le populisme, il y a des choses redoutables. Parce qu'elle peut être, là aussi, il peut y avoir un élan d'imitation, de mimésis, de passion collective, et d'unanimité dans le pire sens. Hein. Oui. Mais elle a aussi, dans un pays moderne comme la France, où il y a quand même, où les gens sont quand même très anarchistes et très habitués à penser librement, il y a aussi beaucoup de sagesse qui vient du peuple directement. Et la pensée unique dont nous sommes victimes, et dont nous allons parler maintenant, j'imagine, cette pensée unique n'émane pas de la foule, elle émane de quelques groupes. Le poisson pourrit toujours par la tête. Oui, enfin la tête, par les gens qui ont les leviers de commande. Oui. Alors, levier de commande, c'est toute une génération. On l'a vu, votre expérience de plusieurs générations, que vous avez vu passer parmi vos étudiants, enfin, etc., démontre que l'éducation nationale, ce que l'on appelle l'éducation nationale, d'un terme déjà qui, enfin, ça c'est un truisme de dire que c'est pas l'éducation, c'est à la limite l'instruction, ne correspond plus du tout à sa vocation. Et en fait, aujourd'hui, on sait que même, j'allais dire presque physiologiquement, en tout cas psychologiquement, on est en train de créer des générations empêchées de penser. C'est d'ailleurs le titre d'un bouquin de Serge Boimard, qui est un bouquin j'allais dire de résiliation médicale quasiment, enfin psychologique, pour essayer de remédier précisément à au poids de cette institution, aux techniques de cette institution qui, pour beaucoup d'enfants, les empêchent de penser. Oui, alors ce serait tout un immense dossier qui mériterait à lui seul non seulement une émission, une vie de mais recherche. C'est vrai que j'ai aussi beaucoup réfléchi là-dessus et pour la bonne raison que moi j'appartiens à une génération alors assez privilégiée puisque c'est exactement après moi qu'ont été mises en place les réformes qui ont conduit à l'école unique. Moi j'ai fait mon étude primaire au lycée puisqu'il y avait jadis des enseignements primaires dans les lycées. Et quand je suis rentré au lycée en 10e par un concours dont je me souviens encore, et y compris des fautes que j'y ai faites. Et puis après, quand je suis passé en 9e, on a supprimé la 10e. Quand je suis passé en 8e, on a supprimé la 9e, et je suis vraiment la dernière génération de l'éducation qui avait été donnée en France, disons dans la seconde moitié du 19e siècle, 1850-1950. À peu près, avec quelques petites modifications à l'époque de Jules Ferry, mais très peu finalement. Sous le Second Empire déjà, le lycée napoléonien, qui lui-même reproduisait plus ou moins les collèges des jésuites, l'enseignement secondaire était très ancien en Europe. Hein, et d'ailleurs, on peut remonter même plus loin aux écoles, aux facultés des arts du Moyen-Âge, et encore avant au collège des écoles monastiques et épiscopales, où on étudiait les arts libéraux, le trivium et le quadrivium. Tout ça, c'est l'enseignement secondaire. Et cet enseignement secondaire a été brisé sous la Ve République, à cause du mythe communiste de l'école unique, du mythe maçonnico-communiste de l'école unique. Et j'ai étudié de près cette histoire dans plusieurs livres. Il y a un livre qui s'appelle Les deux Républiques françaises, et puis un autre qui vient de paraître aussi, qui s'appelle La France aveuglée par le socialisme, où je consacre plusieurs chapitres à l'éducation. Et je vois clairement cette histoire maintenant. Hein. Vous aviez... mais je ne sais pas si vous souhaitez parce que c'est toujours pareil, quand on essaye d'expliquer les phénomènes sociaux même d'aujourd'hui, si on veut le faire avec une certaine profondeur, il faut remonter aux causes, et aux causes des causes. et alors, non mais c'est ça le savoir, hein, c'est aussi le... Mais nous pouvons parler toute la semaine si vous le souhaitez. Non mais si vous voulez, en gros, il y a eu une erreur paradigmatique, hein, une erreur de principe qui est l'école unique.
Et cette erreur est une erreur d'origine communiste, si vous voulez, c'est idéologique. Mais d'ailleurs, on peut toujours dire que cette idée est fausse, mais qu'elle n'est pas méprisable ou que c'est un espoir, si vous voulez. Hein. D'ailleurs, l'idée communiste n'est pas méprisable en tant que telle. C'est l'idée de remédier à la misère. Ceci dit, dans Orwell, excusez-moi de faire encore une parenthèse, Orwell explique très bien que justement les communistes n'ont jamais voulu l'égalité et ils ont compris que pour sauver la propriété privée, il fallait le collectivisme. Ah, c'est une très belle page parce que le collectivisme permet de voler tous les gens qui ont de l'argent et de se le réserver aux partis. Donc le collectivisme, il y a bien des analogies avec la situation actuelle des hauts fonctionnaires français. Tout à fait d'accord. Et donc pour en revenir à cette idée, vous avez cette idée qui est d'origine socialiste, socialo-communiste, de créer une société égalitaire. Et la première tentative, si vous voulez, d'étatiser l'économie entièrement ayant échoué, puis étant discréditée par le contre-exemple de l'Union soviétique. L'espoir religieux, mais réellement religieux, on vous dira peut-être un mot de Vincent Payon. Vincent Payon, c'est Monseigneur Payon, Monseigneur de la religion laïciste, de la religion républicaine, qui se revendique comme tel. Non, mais puisque je parle de Vincent Payon, disons-en quand même un mot, parce que je suis une des rares personnes en France à avoir lu les œuvres de Monsieur Payon. Sans doute, oui. Et Monsieur Payon n'est pas un imbécile, mais c'est un ayatollah, c'est un religieux, au sens propre, d'ailleurs il le dit, il a écrit un livre sur la religion républicaine. Vous parlez, vous, de la religion de gauche, d'ailleurs. Oui, mais justement, et j'ai parlé ça dans mon livre avant d'avoir lu Vincent Payon. Donc c'est comme l'astronome Le Verrier qui avait prévu l'existence de la planète Neptune avant qu'on la voie. Moi, j'avais prévu le Neptune Veillon avant de le voir, et il a écrit un livre monstrueux qui s'appelle La Révolution française n'est pas terminée. Et alors, sous-entendu, il faut la terminer. C'est certainement ce qu'il va essayer de faire maintenant. Or, ce livre parle de la Révolution française, y compris Robespierre, évidemment, 93, dans les termes dans lesquels un chrétien parle du Christ. Pour un chrétien, le Dieu a créé le monde, l'homme s'est révolté, Dieu a songé à arrêter l'expérience, et puis finalement, par sa compassion, il a bien voulu essayer de sauver l'homme en envoyant les prophètes, ça n'a pas suffi, il a fini par envoyer son propre fils, sa propre parole incarnée, et depuis lors, nous attendons le retour du Christ. Donc toute l'histoire, toute l'économie du salut, si vous voulez, se structure autour de l'incarnation du Christ. Mais quand un chrétien croit cela, c'est une démarche de foi, et de foi étayée d'ailleurs par bien des aspects psychologiques, sociologiques, historiques, mais qui est quand même une démarche de foi. Et si on ne fait pas ce saut, si vous voulez, on ne peut pas croire à la pertinence de ce schéma. Et Monsieur Payon, qui se présente comme chercheur au CNRS, Centre national de la recherche scientifique, et CNRS l'a payé pendant des dizaines d'années pour être militant socialiste. Hein. C'est quand même aussi un des grands scandales qu'il faut dire. Car il n'a presque rien écrit, ce monsieur, pendant tout le temps où il était au CNRS. Il a écrit quelques papiers, mais enfin, il était occupé à militer. C'est ça. Et il a écrit quand même ces deux livres que j'ai lus sur Ferdinand Buisson et la foi laïque. Et puis la Révolution française n'est pas terminée. Et il parle de la Révolution française dans les termes religieux. Et il dit la Révolution française n'est pas un événement historique, c'est un événement extérieur à l'histoire. Et la Révolution française a voulu régénérer le peuple français, mais tant que le peuple français ne sera pas régénéré, il ne pourra pas comprendre la Révolution française. C'est la boucle, c'est cyclique. C'est extraordinaire, c'est une démarche. L'Ayatollah Khomeini n'aurait pas dit mieux, si vous voulez. Hein. Et alors, ce monsieur est donc au CNRS et maintenant il est ministre de l'Éducation nationale. Donc on a déjà des illettrés, si vous voulez, beaucoup d'inspecteurs généraux de l'Éducation nationale qui sont des illettrés. Moi j'ai entendu une inspectrice générale de français qui avait donné des sujets à un examen. Il y avait 3 fautes d'orthographe dans l'intitulé du sujet. Je le lui ai fait remarquer. Dit ah bon. Enfin bref, vous voyez que je m'anime un peu parce que si vous voulez le scandale du socialisme est encore plus grand quand vous avez un contrat. Parce que l'éducation nationale prétend pour éduquer la nation, il faut être éduqué soi-même. Or le spectacle que donne l'éducation nationale, ce sont des gens illettrés. Et maintenant, ces gens illettrés sont dirigés par un fanatique. Voilà la situation réelle du pays.
Alors l'éducation, très bien. Sautons, pardon, on va un peu vite sans doute, mais les auditeurs se reporteront au livre, bien sûr, et à l'analyse pas à pas que vous faites. Sautons la génération, et puis voyons ce que l'État prétend faire au sujet des adultes, alors envers les adultes, avec les médias. Oui. Parce que finalement, il y a cette continuité, en quelque sorte. Il y a ce naufrage de l'enseignement, ce déni de transmission que vous venez de nous exprimer, pour les enfants, pour les jeunes, pour ces esprits en formation. Et puis ces esprits grandissent et ils deviennent des adultes. Et là, ils sont repris en main par les médias tels que vous les avez décrits en début d'émission. C'est-à-dire que là, on se pose la question également, comment est-ce que cette conscience de la régression peut-elle toucher les lecteurs moyens, le citoyen, puisque de toute façon, il a été formé de cette façon et il est entretenu dans cette non-formation par le média, par les grosses médias, comme nous disons ici. Oui, c'est pour ça que moi je scie sans cesse entre le désespoir et l'optimisme, parce que vous avez toute cette manipulation, et puis vous avez quand même le peuple français. Et vous avez encore, ce que j'ai dit que l'école et les grands médias ont été pris par la gauche, hein, l'école dès le début du siècle, et les grands médias sous la Cinquième République. Mais vous avez quand même une faculté certaine partie de l'école qui continue à fonctionner, oui. Et puis vous avez l'édition qui est plus ou moins libre. Alors la librairie est moins libre que l'édition, j'ai constaté ça aussi. Vous avez des forces idéologiques qui peuvent très bien, j'en ai été personnellement victime, ne peuvent pas empêcher qu'un livre paraisse, mais elles peuvent empêcher la distribution. Elles peuvent pas, oui, elles peuvent faire en sorte qu'il ne soit jamais, qu'un livre ne paraisse pas, parce que paraître pour un livre, ça veut pas dire seulement être imprimé, ça veut dire apparaître, être visible. Et vous savez l'importance qu'il y a dans les librairies quand vous passez dans les rayons des librairies, vous feuilletez des livres, c'est à ce moment-là que vous avez envie de l'acheter, parce que vous découvrez quelque chose que vous ignoriez. C'est comme de lire un journal, si vous voulez. Hein. Et vous avez des forces idéologiques qui tiennent les grandes librairies comme la Fnac, et je les nomme, hein, parce que je peux le prouver. Ou les grandes librairies parisiennes, ils peuvent faire en sorte qu'un livre ne paraisse jamais. C'est ça. Et même ne soit pas distribué. Parce que moi, j'ai un de mes livres dans lequel il y avait un chapitre sur la franc-maçonnerie. Il a disparu. Il a été réimprimé 3 fois, parce qu'il est quand même acheté par Internet. Mais il a disparu totalement des grandes librairies parisiennes. Ce que vous analysez, c'est la diffusion sous le manteau, qui est autorisée. Mais si vous voulez, moi, j'y croyais pas. Si vous voulez, j'ai cru longtemps que l'école était dominée par la gauche, que les grands médias étaient dominés par la gauche, mais que l'édition était libre. Alors l'édition est libre, mais pas la distribution. C'est ça. Ce combat continue à faire rage. Et vous me direz, en même temps, je suis très honoré que des gens aient retiré mon livre de la vente. Ça me donne une importance. L'efficacité du enfin, livre, c'est quand même très déplaisant. Et surtout, j'ai l'impression de plus vivre chez moi, de plus vivre dans mon pays, mais de vivre occupé par la Gestapo, si vous voulez. Enfin, je dis ça avec beaucoup de précaution parce que il y a des gens qui ont souffert affreusement. C'est pas un régime policier. Non, mais on voit très bien le fond de votre pensée, même en utilisant ces termes. Oui. Mais je disais ça pour expliquer pourquoi j'étais parfois plein d'espoir et parfois plein de désespoir, parce que vous avez quand même tout un humus en France de gens qui lisent des livres, qui pensent par eux-mêmes, qui sont parfaitement conscients. D'ailleurs, quand leurs enfants reviennent de l'école où les enfants disent que le professeur a dit telle ou telle chose, les parents corrigent. Vous voyez ce que je veux dire. La situation n'est pas, enfin, on n'a pas encore régressé, si vous voulez, au stade du Moyen Âge. Hein, mais oui, mais je peux vous dire que pour le vivre quotidiennement, que la situation à ce moment-là, à la fois du jeune et du parent et de son père ou de sa mère, enfin etc., est assez délicate parce que vis-à-vis du jeune, il faut maintenir le prestige du maître en quelque sorte, ce qui est très important, l'autorité du maître, cette conduction de la pensée et de la maturation de la pensée. Et puis quand à la maison, le jeune raconte ou vous montre son bouquin, son cahier, et puis que vous voyez les énormités, quand la famille est obligée de reprendre les choses en disant parfois très respectueusement, mais on le sait très bien, parfois beaucoup moins, ton professeur est un imbécile, et n'importe quoi, c'est une catastrophe. C'est Sidoine Apollinaire. Voilà, exactement. Mais c'est une catastrophe, absolument. Mais si vous voulez, le livre dont nous parlons là, la régression intellectuelle de la France, vise un troisième élément, pas seulement l'école et les grands médias,
mais ça n'a pas suffi. Voilà, exactement. À certaines forces crescendo dans toute cette... Absolument, parce que moi je compare, si vous voulez, la situation à une puissance occupante qui occupe une ville. Donc elle a mis des chars et des tanks et des mitrailleuses, au carrefour. Hein. Et alors comme ça, si vous voulez, vous mettez des lignes mitrailleuses en haut de l'Arc de Triomphe, vous contrôlez les 12 avenues, hein. Toutes les avenues. Bon, ça a été fait pour ça d'ailleurs. c'est vrai, très largement le Paris d'Haussmann. Mais dans les ruelles, les gens échappent à l'angle de visée. D'ailleurs, c'est tout à fait ça. Ça me rappelle aussi Orwell, parce que vous savez, il y a les télécrans qui sont dans chaque maison, mais le héros a une petite alcôve qui avait été prévue pour un placard qui n'a pas été mis. Alors il se met là et il sait que l'écran ne le voit pas. Après, dans les ruelles, on continue à parler librement, si vous voulez. Alors, et parfois quand même, alors si les gens sortent des ruelles, ils sont sous le feu. Bon. Mais enfin, on peut tuer 15 manifestants, mais s'il y en a 15 000, c'est un peu différent. Donc même ce qui se passe dans les ruelles éveille la suspicion des gens au pouvoir. Et c'est pourquoi ils ont mis un troisième volet, outre l'école et les médias, ils ont mis un dispositif juridique pour empêcher... pour contrôler tout l'espace public et non pas seulement le grand espace public qu'on appelle l'agora. Alors, avant de parler de ce dernier aspect qui est fondamental, évidemment, qui est très important, si vous m'autorisez, on passe le bobino pour la fameuse fête de la courtoisie, puisque vous serez présent, évidemment, avec vos ouvrages, Philippe Nemo, à l'occasion de cette fête du 24 juin. Dimanche 24 juin, à Paris, fête de la courtoisie. À l'espace Champéret, dimanche 24 juin, de 11h à 19h, venez à la rencontre de toute l'équipe de Radio Courtoisie, de ses patrons d'émission et de ses collaborateurs qui vous invitent à partager ce moment d'intelligence et d'amitié. Vous retrouverez les écrivains qui se sont exprimés à Radio Courtoisie. Ils vous dédicaceront leurs œuvres. Venez compléter votre bibliothèque. Venez acheter d'irremplaçables cadeaux. Offrez des livres dédicacés. Demandez dès maintenant vos billets d'entrée. Envoyez-nous un chèque avec une enveloppe timbrée et libellée. Retenez, dimanche 24 juin, fête de la courtoisie, espace Champéret, 1 place de la Porte de Champéret, Paris 17e, accès par la rue Jean Ostreicher, métro Porte de Champéret. Entrée 5 €. Gratuit sur présentation de la carte d'auditeur et pour les personnes de moins de 27 ans. Écrivez à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Livre d'histoire. Alors, nous sommes à nouveau au micro. Bien sûr, nous serons là le 24 juin pour vous rencontrer, chers auditeurs. N'omettez pas de vous inscrire. Et puis, mon invité de ce soir, Philippe Nemo, sera présent avec ses ouvrages et j'espère avec l'agrégation intellectuelle de la France que vous puissiez... Il faut inonder absolument nos bibliothèques, vous-même, chers auditeurs, vos amis. Il faut avoir lu ce livre pour avoir cette conscience de la régression. Globalement, tout le monde l'a d'ailleurs. Hein, mais c'est ce que je vous disais. Tout le monde se dit oui, bien sûr. Mais pas seulement. Mais encore. Vous avez même à gauche, vous avez des gens qui en sont conscients. Et vous savez, d'ailleurs, à propos de cette transformation de l'école, évidemment, les gens de gauche ne croient pas que c'est la gauche qui a fait ça, parce que comme la gauche c'est le bien, elle peut pas avoir fait le mal. Mais ils sont néanmoins conscients du mal. Et alors, vous avez des théories absolument délirantes qui expliquent que c'est les libéraux qui sont à l'origine de cette ségrégation de l'école, alors qu'évidemment, les libéraux n'ont jamais eu la moindre espèce de demi-quart de dixième de pouvoir nulle part dans le ministère de l'Éducation nationale. Qui a été, ce qui s'est fait, c'est fait parce que De Gaulle a fait un péché d'orgueil. Il a cru qu'il aurait la paix sociale s'il accordait à la gauche l'école, mais qu'il resterait maître à bord. Et il s'est pas rendu compte qu'avec le dogme de l'école unique, il avait ouvert des vannes, si vous voulez, qui n'ont jamais été refermées depuis, qui ne peuvent pas l'être sans un épisode violent, si vous voulez, violent, enfin, je veux dire volontariste. Oui, c'est ça.
Sans compter que l'école, on pourrait en parler pendant des heures, moi je suis très fécond sur le sujet, sert surtout de garderie aujourd'hui, si vous voulez, donc, parce que les femmes travaillent, donc comme l'école sert à garder les enfants, on la dédouane de plus être une école, en quelque sorte. C'est très exactement ce que me disait un chef d'établissement qui est dans le nord du 92 ou dans le 93 peut-être, où il me disait, où je lui demandais quel était le but aujourd'hui de l'école, de rassembler ces jeunes, etc. Alors, il me disait, ça fait très longtemps qu'on ne fait pas d'éducation, on n'a jamais fait d'éducation. On a beaucoup de mal à faire de l'instruction. Aujourd'hui, quasiment, on ne peut plus instruire. Alors, on fait la grande victoire, c'est de faire tenir pendant 45 minutes 25 élèves à peu près correctement dans une même salle. Oui. Voilà. Et là, on a vraiment tout gagné. Oui. Mais par ailleurs, la difficulté est tellement grande que je ne veux pas utiliser le terme anglais pour je touche le cochon qui très cher. Vous savez, le changement d'affectation des professeurs, enfin c'est pas tout à fait le terme que je voudrais. Enfin, bref, le tour par-dessus. Le tour par-dessus, voilà, merci. Vous avez deviné le sens de mon propos. Le tour par-dessus, pour parler français, est extrêmement rapide, parce que évidemment le prof qui lui a la vocation d'enseigner, il y en a encore. Ne se contente pas de ça, et par conséquent, il tombe tout de suite ne dites pas en prof, dépression. Ne dites pas prof. C'est le simple fait qu'on appelle ces gens-là profs prouve bien qu'ils ne sont plus des professeurs. On dit pas journaleux. Alors, on dit journaleux quand on est très hostile à la presse, mais en général, les journalistes eux-mêmes s'appellent des journalistes. Le fait que des professeurs acceptent de s'appeler profs montre bien l'idée qu'ils ont d'eux-mêmes. Hein. Tout à fait, mais vous faites bien de reprendre le qualificatif qu'on utilise, le terme même, la désignation qu'on utilise est très révélatrice de ce que l'on pense. Mais les Français à qui Big Brother a enlevé la mémoire du passé ne savent pas ce que moi je sais parfaitement. J'ai le souvenir parfaitement conscient de tous mes professeurs du primaire et du secondaire pour lesquels j'ai toujours eu une admiration sans borne. Sans borne. J'ai eu un seul crétin, professeur d'histoire-géographie en 4e, et il faisait sans cesse des erreurs que je lui corrigeais. Vous imaginez, j'étais haut comme trois pommes. Et alors, aux applaudissements des élèves, à la fureur du professeur. Mais c'était le seul exemple, et je ne dirai pas de détails sur ce professeur. Enfin, il était d'une provenance exotique. Et il était nul. Bon, mais ça jurait, si vous voulez, dans ce tableau du lycée. Et en plus, ce qui est horrible, c'est que les enfants sont complètement sans défense. Nous, on trouvait normal que nos professeurs de français connaissent la littérature française et puissent dire la date de naissance de Balzac. On disait pas mince, Mazette, il connaît la date de naissance de Balzac. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est quelque chose tout à fait. Et par ailleurs, on était irrité par sa sévérité, ou on se moquait de la verrue qu'il avait sur le nez. Mais jamais on ne mettait en doute le savoir des professeurs pour la bonne raison qu'ils étaient savants. Oui. Et on se rendait pas compte que ça ne serait plus comme ça après, si vous voulez. Hein. Et aujourd'hui, le défaut de respect des professeurs, ça. Et ce qui est horrible pour les jeunes d'aujourd'hui, pour les enfants et les adolescents, c'est que eux, n'ayant pas de référence, savent simplement qu'ils s'ennuient. Et ils disent pas le professeur est nul. Eux-mêmes n'ont pas de critères, si vous voulez. Hein. Mais ils voient bien qu'ils s'ennuient, et c'est d'où la violence d'ailleurs, parce que vous avez un mythe qui dit que la violence est dans la société et elle rentre dans l'école, mais c'est tout à fait faux. La violence est engendrée par l'école, car il y a une très grande violence dans l'école elle-même, c'est-à-dire d'enfermer les jeunes. Quand vous regardez justement les sociétés primitives dont nous parlions tout à l'heure, les sociétés traditionnelles, les jeunes gambadent, et puis les jeunes paysans jadis étaient dans les champs avec leurs parents, ils étaient plus ou moins libres. Le fait de les enfermer dans 4 murs est très violent, et ça n'a de sens que si, en échange de cet enfermement, l'enfant reçoit une nourriture qui l'exalte, qui le grandit, Et moi, mes souvenirs scolaires, alors, sont peut-être un peu déformés, comme tous les souvenirs un peu nostalgiques, mais j'ai le souvenir d'avoir supporté cette discipline. J'étais très discipliné, bien que par ailleurs, comme tous les enfants, ayant des pulsions. Mais en gros, si vous voulez, j'étais passionné par l'école. Voilà. Et aujourd'hui, ils subissent la même discipline, mais ils ne reçoivent pas en échange la même nourriture. Et le bilan devient donc négatif, et c'est normal qu'ils se révoltent. Oui. Alors,
Je ne veux pas interrompre ces propos fort intéressants, effectivement, mais il nous reste 10 minutes dans notre émission. Pour parler du livre. Et nous avons surtout la dernière partie de votre livre qui est quand même considérable proportionnellement, c'est-à-dire que aujourd'hui, le troisième volet, après cette régression dans l'éducation nationale, dite éducation nationale, cette régression manifestée dans cette mainmise sur la presse, sur ce qui informe le citoyen, il y a au-delà, allons dans les ruelles où il y a encore de la où il y avait encore de la liberté, et voyons quels sont les dispositifs d'État qui permettent aujourd'hui à l'État d'empêcher même la discussion dans le fond des ruelles, en dehors du feu. Si vous voulez, pour résumer, ça a consisté à revenir en arrière par rapport à la loi sur la liberté de la presse de 1881. Et ces gens qui ont toujours le mot de république à la bouche et de liberté. Liberté, on ne peut pas leur reprocher d'employer beaucoup le mot, hein. Mais ils emploient république. Et il faut que les Français soient conscients que c'est un mensonge d'État, c'est épouvantable. Je déteste les gens qui invoquent la République. Pour moi, la France, c'est la France et c'est pas la République. Et la République, c'est un régime politique. Et les États-Unis aussi sont une république. La Suisse est une république. L'Italie est une république. L'Allemagne est une république. Mais quand la gauche et aussi une moitié de l'UMP, hélas, hein, qui sont des crétins aussi. Je veux dire, ce sont des gens qui ont plein de talents tactiques et plein d'énergie aussi, parce que pour faire de la politique, il faut avoir des qualités. Mais il est de moins en moins demandé d'avoir des qualités intellectuelles. Et donc ils répètent ça comme des ânes, mais parce que la moitié d'entre eux sont francs-maçons et que c'est la doctrine officielle des francs-maçons. Hein. Et la République, ça veut pas dire la République. La République, ça veut dire le socialisme. Ça veut dire une certaine société. Alors, ils ont parfaitement le droit de souhaiter cette société, mais le scandale, la violence symbolique épouvantable, c'est d'identifier leur choix de société au régime, de telle sorte que quiconque est contre leur choix de société puisse être présenté comme étant un dangereux révolutionnaire, un anarchiste, un populiste, un fasciste, mort aux ennemis de la liberté. Oui, mais si vous voulez, le terme même de république n'a pas du tout le même sens en France et dans les autres pays, si vous voulez. Hein. Sans parler du sens qu'il pouvait avoir au sein de la République romaine ou de la République de Florence ou de la République de Genève ou et nous vivons là-dedans. Voilà encore un élément de régression inouï. Et les enfants, les adolescents qui ne connaissent pas l'histoire, gobent ça parce que bon, la République. Alors du coup, tout comportement antisocialiste est stigmatisé comme non républicain. Alors quand on n'est pas républicain, on est quoi ? On est forcément fasciste. Ou encore ce qui est encore une vue de l'esprit parce que le fascisme est né dans la République. Alors ça c'est encore autre chose. Mais je veux dire, ou alors on est bonapartiste. Alors ça c'est un peu donc suspect d'aimer les régimes autoritaires. Hein. C'est ça. Ou alors royaliste. Ça c'est une matière à plaisanterie puisque de toute façon c'est pas sérieux, c'est l'ancien régime. Mais on n'est pas dans le débat. Hein, alors qu'en Amérique ou en Angleterre, l'Angleterre est une monarchie. Je vais prendre l'exemple de l'Amérique. Vous avez des conservateurs, vous avez comment ils s'appellent, des républicains et des démocrates. Ils peuvent être très opposés, hein, très sérieusement. Il y a un débat politique extrêmement virulent en Amérique, hein, sur le poids des prélèvements obligatoires, sur la medical aid, etc. Mais aucun des deux partis n'accuse l'autre d'être en dehors du régime. Voilà. Alors que nous, systématiquement, quand on n'est pas républicain, on ne fait plus partie de la communauté nationale. Je disais ça parce que ces gens qui se prétendent républicains ont trahi l'acquis principal de la Troisième République, qui était précisément cette loi sur la presse de 1881, aboutissement d'un très long processus qui remonte aux discussions sur la tolérance dès la fin du XVIe siècle, mais qui était passé à travers les Lumières, à travers la création de la presse au XVIIe siècle, à travers les Lumières, et qui s'était affirmé dans la Déclaration des droits de l'homme, et qui s'est affirmé sous la Restauration, puis sous la monarchie de Juillet, par des lois libérant peu à peu la presse, avec une certaine régression sous Napoléon III, parce qu'au début du Second Empire, il y avait un contrôle total de la presse, auquel l'empereur a mis un terme à la fin de son règne. Mais tout ça culmine avec la loi de 1881. Et cette loi autorise la publication de toutes les opinions
sauf appel à l'émeute, injure, diffamation. En un mot, le bon sens. Enfin, oui, c'est-à-dire qu'on peut pas dire insulter son voisin. Moi, je dis que M. Vincent Peillon est fanatique. C'est pas une insulte. C'est un constat du scientifique que je suis. Je sais ce que c'est que le fanatisme, et je dis que l'écrit de M. Vincent Peillon, la République française n'est pas terminée, est un écrit irrationnel, mythologisant. Et que ce monsieur prétend diriger l'éducation nationale est de très mauvais augure pour l'avenir de la rationalité et du savoir et de la science en France. Alors, mais si je disais que monsieur Vincent Peillon est je ne sais pas quoi, ça tomberait sous le coup ça serait de l'injure. Voilà. Alors, ok, ça c'était la loi de 1881 sur la presse. Donc tout ce qui n'est pas injure, diffamation, je me souviens plus, diffusion de fausses nouvelles, vous le redonnez, voilà, est autorisé. Alors ça se traduit en particulier par le fait que les journaux peuvent se créer sans autorisation préalable, hein, puisque sous la monarchie de Juillet encore, à plus forte raison sous la Restauration, il y avait une autorisation préalable, et le ministère de l'Intérieur pouvait retirer cette autorisation discrétionnairement. Alors tout ça est supprimé, il y a la liberté, et il en est, et cette loi a été en vigueur. Je mets à part évidemment les guerres, hein, oui, bien sûr, et l'occupation. A été en vigueur jusque dans les années 70. Et moyennant quoi, tout le monde a pu s'exprimer. Il y a eu en France, il faut le savoir, des communistes, évidemment, et qui se sont exprimés autant qu'ils ont pu. Ils ont eu un journal. Mais il y a eu aussi des fascistes, et même des pro-nazis, d'ailleurs, dans des gens de gauche, hein, Marcel Déat, ex-numéro 2 du PS, et Jacques Doriot, ex-numéro 2 du PC. Bon, il vaut mieux d'ailleurs ne plus utiliser le terme de nazi, qui est un terme allemand, oui, et utiliser le terme français, qui s'appelle le national-socialisme. Voilà. C'est plus précis. Et enfin bref, tout le monde a pu s'exprimer grâce à cette loi sur la presse de 1881, qui porte aussi sur l'édition, hein, donc c'est toute expression de pensée, l'affichage, enfin, voilà, et l'affichage est libre, sous réserve de ces menaces directes à l'ordre public. Et moyennant quoi, la France n'est devenue ni fasciste ni communiste. Donc, vous voyez, la liberté capitale. Voilà. Oui, parce que quand il y a liberté, que tout le monde s'exprime, et que quelqu'un dit des choses fausses et monstrueuses et dangereuses, d'autres disent, mais ce que dit ce monsieur est faux et dangereux. Et l'opinion tranche, et il se trouve que l'opinion française n'a jamais tranché en faveur des extrêmes. Voilà. Eh bien, c'est cette loi de liberté fondamentale, cette loi républicaine fondamentale de liberté qui existe sous différentes formes dans tous les grands pays démocratiques, enfin, les États-Unis, l'Allemagne moderne évidemment, et l'Angleterre depuis longtemps, et l'Italie, l'Espagne, hein, depuis la mort de Franco et même avant. Hein. Cette loi a été écornée peu à peu par des lois de censure. Alors là, on n'a plus le temps parce que il nous reste 3 minutes. On a occupé tout le temps de cette émission à une introduction, mais il fallait absolument. Alors, les lois de censure, eh bien, nommons-les rapidement, et puis les auditeurs se reporteront au livre, c'est certain. Donc, il y a effectivement, on commence par la loi Pleven. Oui. En 1972. Oui. Qui introduit déjà une rupture, puisque on parle déjà dans cette loi de discrimination, qui ont provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe, enfin, etc. Alors, vous analysez parfaitement ce texte qui ne se positionne pas par rapport à des faits réels, mais par rapport à un sentiment. Oui, parce qu'il y a un principe du droit pénal depuis le Moyen-Âge, hein, parce que là, on a parlé tout à l'heure de régression, mais en l'occurrence, avec ces lois, on régresse en deçà du Moyen-Âge. Absolument. Alors bon, j'ai plus le temps d'expliquer ça, mais vous avez au Moyen-Âge, vous avez Abélard, à la fin du XIIe siècle, qui a distingué crime et péché. Le péché est plus grave que le crime, puisqu'il peut être puni des peines de l'enfer. Mais Dieu seul en est juge, en quelque sorte, parce que Dieu seul sonde les cœurs et les reins. Et les tribunaux humains, même les tribunaux ecclésiastiques, ne peuvent apprécier que des faits qui se sont traduits par des manifestations extérieures. Voilà, par des actes. Alors la pensée, par conséquent, n'est pas criminelle en tant que telle. Elle est criminelle aux yeux de Dieu, mais elle n'est pas criminelle aux yeux des hommes. Donc il faut distinguer crime et péché, et les tribunaux ne peuvent punir que les crimes. Alors grâce à cela, c'est ce qui a rendu possible l'université. Parce que l'université du Moyen-Âge était pleine de gens ayant plein de pensées très très suspectes aux yeux des gens, mais tant que ça ne s'était pas traduit par des actes, les tribunaux ne pouvaient pas s'en saisir.
Et l'idée même de faire un délit de l'incitation à la haine est quelque chose de complètement irrationnel, parce que la haine est un sentiment donc qui ne se voit pas, et qui peut certes se traduire ensuite par des actes, mais les actes se verront. Et ils devraient être punis à ce titre s'ils sont criminels. Absolument. Mais c'est les actes qu'il faut punir et non pas ce sentiment qui peut très bien ne jamais se traduire en actes et dont personne ne peut dire en plus que personne ne peut mesurer. Donc on va condamner comme délictueux des propos susceptibles d'avoir incité à la haine. Alors, on devine bien, là on va être obligé de suspendre. Malheureusement, Philippe Nemo, on se revoit alors. On fait une deuxième émission parce que votre analyse de ces lois de censure, là encore, est absolument fondamentale, parfaitement fondée juridiquement, et on a besoin d'avoir conscience de cela pour se rendre compte de la régression intellectuelle de la France, titre de votre livre, Philippe Nemo, paru aux éditions Texis. Vous serez à la fête de Radio Courtoisie. On arrête un peu brutalement cette émission. En tout cas, je vous remercie d'avoir consacré ce temps à nous expliquer tout cela, à la fois sur l'histoire et sur les faits sociétaux, comme on dit aujourd'hui. Oui. Et il y aura bien d'autres développements, j'espère. Je vous donne rendez-vous au 24 juin. Et vive la France malgré tout. Et vive la France malgré tout. Ici Lumière de l'Espérance, la radio du dimanche de Radio Courtoisie. Vous venez d'entendre le livre-journal des auditeurs et des musiciens dirigé par Didier Rochard. Cette émission, préenregistrée le 23 mai 2012, a été diffusée pour la première fois dimanche le 3 juin de 18h à 21h et sera rediffusée lundi 4 juin dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Elle a été réalisée par Édouard. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 €. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce livre-journal. Commandez la cassette pour le prix franc de port de 9 € ou 6 € seulement si vous êtes adhérent de notre association. Vous pouvez demander un CD-ROM au lieu des cassettes pour le même prix. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour les cassettes, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Par avance, merci. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Voici un message de Jean-Louis Harouel, professeur à l'université Panthéon-Assas Paris 2, écrivain. Mon dernier livre a pour titre « La grande falsification, l'art contemporain » aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Sorti en avril 2009, ce livre en est à sa 4e édition et je puis dire que c'est largement grâce à Radio Courtoisie. J'y ai été invité 5 fois et cela a été pour moi une chance extraordinaire. Dans le monde de censure feutrée mais efficace où nous vivons, Radio Courtoisie est, sur les ondes, pratiquement le seul espace de liberté où l'on puisse dire des choses politiquement très incorrectes qui heurtent de plein fouet la pensée unique. J'ai pu y dire que le prétendu art contemporain est une religion séculière millénariste et totalitaire, une religion du vide, du non-sens ou de l'abjection qui exige de ses fidèles l'adoration de la fumisterie. Il n'y a que sur Radio Courtoisie que l'on